Da Fresh Morning. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. On vous l'a annoncé ce matin que dans notre émission, on va recevoir monsieur Jacques Denis Tsanga, qui est le ministre des Eaux et Forêts en charge de l'environnement et du développement durable. Gina, tu connais monsieur le ministre? Oui, je connais monsieur le ministre. Ah, d'accord. Tu lui avais fait une interview à Franceville? Oui, mais quand j'ai connu monsieur le ministre, enfin c'est la première fois que je vois monsieur le ministre, mais quand je l'ai vu, il était gouverneur. Ah, d'accord. Voilà. Et comment étaient vos échanges? Bah, c'était très bien. En fait, quand on l'a rencontré à Franceville, c'était lors du dernier déplacement du président de la République dans la province du Haut-Ogooué pour le lancement du FID et puis l'inauguration de la salle d'informatique et tout, et la vérification de l'effectivité de la mesure des soins de santé, de la gratuité des frais de santé pour les femmes enceintes et tout. Et tu sais, c'était une période très très chargée. Donc, monsieur le gouverneur de l'époque avait beaucoup de travail hyper chargé, puis on avait débarqué dans son bureau, mais il avait quand même accepté de nous recevoir, tu vois, malgré toutes ses occupations de la journée. Il nous avait accordé une interview et puis voilà. Donc c'était super bien. On avait beaucoup discuté avec lui et c'est cette image que j'ai gardée. Bonjour Mosley. Bonjour Da Fresh. Comment tu vas ce matin? Bonjour tout le monde, ça va très bien. D'accord. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mosley va vous poser des questions politiques, Gina des questions civiques et moi, comme je dis souvent, les questions que les gens se posent au quartier. Alors, merci. Pour commencer, vous avez une grande carrière de gouverneur, monsieur le ministre. Grande carrière, non, il faut relativiser. Moi, je suis un agent de l'État et je sers où on m'envoie. Il se trouve que j'ai été nommé gouverneur depuis 2007. J'aurais fait alors 10 ans dans le commandement. Vous avez fait combien de provinces? J'ai commencé par la province du Moyen-Ogooué. Ensuite, je suis venu à l'Essuaire, où j'y ai passé 5 ans. Et en 2016, j'ai été affecté dans la province du Haut-Ogooué. Comment en fait, depuis que le pays existe, depuis qu'on n'a pas encore mis en place la vraie, à mettre en application la loi sur la décentralisation, quel est le travail exact d'un gouverneur? Écoutez, le gouverneur dans une province est le représentant de l'État, de l'ensemble exécutif, c'est-à-dire le chef de l'État et le gouvernement. Et il est, en cette qualité, chargé d'exécuter à l'échelon de la province les orientations et les décisions qui émanent du gouvernement. Donc on peut dire que c'est le ministre, c'est le président de la province. province. De la province. C'est le représentant du président de la République. C'est souvent facile de faire ce travail. Écoutez, moi je pense que comme pour tout travail, il faut aimer ce qu'on nous demande de faire dans la société. Oui. Quel que soit le niveau de responsabilité, professeur, infirmier, ménagère ou gouverneur ou ministre, il s'agit de servir le pays et de bien le servir avec amour et avoir à l'esprit de travailler pour l'intérêt général. D'accord. Quelles sont les réelles difficultés que vous avez au quotidien dans votre travail avant d'arriver à votre nouvelle nomination? Bon, vous savez, moi je suis de nature optimiste et constructif. Il est bien évident que dans la vie, il y a toujours des difficultés. Mais si on nous confie ces responsabilités, c'est justement pour dépasser ces difficultés et rendre possible le fonctionnement quotidien et améliorer autant que faire se peut, non seulement la fonctionnalité du service public, mais encore une fois, l'intérêt, c'est que nous répondions au quotidien aux aspirations de nos populations. Près de 10 ans en tant que gouverneur, selon vous, quelles sont les qualités d'un bon gouverneur? Écoutez, je ne vais pas me répéter. Parce que moi, je vais être gouverneur, en fait. Donc. Bon, il vous faut beaucoup d'écoute, beaucoup de réserve, beaucoup d'appréciation, mais il faut aussi beaucoup d'autorité. Parce que l'État, c'est l'autorité, sinon on va vous mener dans tous les sens. Alors nous, on va vous poser la question de savoir à quoi pensez-vous devez votre nomination? Est-ce du fait de
de la tradition qui voudrait qu'au niveau de notre pays, lorsqu'on a été gouverneur du Haut-Ogooué, on finit toujours par intégrer le gouvernement, ou il s'agit simplement d'une récompense à la suite de l'élection présidentielle 2016? Je ne vois pas la chose comme ça. Vous savez, j'ai une longue histoire administrative. Hein. Et je suis peut-être aujourd'hui parti de la province du Haut-Ogooué pour être ministre, mais entre-temps, il y en a qui n'ont pas pu entrer au gouvernement. On peut penser que c'est une preuve de la confiance de la part des hautes autorités, notamment du président de la République. Mais je ne pense pas que... C'est plutôt, moi je pense, c'est la récompense certainement de tout un parcours, pas singulièrement pour la présidentielle. Non. D'accord. Alors, la question aujourd'hui, c'est que vous êtes désormais ministre des Eaux et Forêts, chargé de l'environnement et du développement durable. Est-ce qu'on peut connaître au moins les missions qui vous ont été confiées à la suite de votre nomination le 4 mai dernier, notamment en ce qui concerne la feuille de route? Mais écoutez, je voudrais vous dire que je suis vraiment fier d'avoir été appelé au gouvernement et qu'on m'ait confié un ministère qui est au carrefour de la vision du chef de l'État par rapport à notre pays. Et vous savez son engagement sur le plan international, qu'il faut traduire aussi par les actes à l'intérieur. Ce ministère combine à la fois l'exploitation de la nature, mais avec le souci qu'il faut le protéger et qu'il faut le préserver. Donc ce sont des missions génériques, mais qui doivent être traduites par tous des éléments, des segments de décision. Et je pense que je pourrais être à la hauteur de cela. Au-delà de la feuille de route, et je l'ai dit à mes collaborateurs hier, il y a ce qu'on énonce, mais c'est la façon dont on le mène. Et je pense que c'est ça qui est important. Vous savez, on a de grandes lois, mais qui ne sont pas souvent traduites. Monsieur le ministre, vous en tant que gouverneur, vous avez été quand même au courant des questions de la forêt, parce qu'on est quand même pays de forêt. Et je sais que dans la majorité des provinces que vous êtes partis, il y a toujours ce rapport entre l'homme et la forêt, les industriels et la forêt. Avez-vous déjà été au fait de ces questions? En tant que gouverneur, naturellement, ce sont des situations que nous avons gérées en déconcentré dans chacune des provinces. Mais les problématiques demeurent un peu partout les mêmes. Hein. Il y a l'exploitation forestière, n'oubliez jamais que c'est l'une de nos premières richesses. Et c'est une richesse renouvelable. Donc l'intérêt aujourd'hui pour les pouvoirs publics, pour les plus hautes autorités de l'État, c'est de pouvoir exploiter, apporter la richesse. D'ailleurs, la décision du chef de l'État d'interdire l'exportation des grumes, aujourd'hui on le voit, a donné des fruits. Parce que nous y sommes, monsieur le ministre. Effectivement, lorsqu'on parle de la diversification de l'économie, le secteur bois occupe un pan important. Quand on parle de cette interdiction d'exportation de grumes dont vous parlez, on est à près de 8 ans, 9 ans. Quels sont aujourd'hui les effets induits de cette mesure? Mais ils sont nombreux. Les effets sont nombreux. Nous sommes passés de la simple exportation à la deuxième transformation et nous sommes en train d'envisager la troisième transformation. C'est une plus-value pour notre économie et ça valorise notre forêt en ce qu'il n'y ait plus que des produits primaires, mais également des produits transformés qui font aujourd'hui du Gabon et progressivement un grand exportateur de bois de qualité, mais de bois transformés. Est-ce que vous pensez que le Gabon sera au rendez-vous de 2025 qui voudrait que nous arrivions à cette troisième transformation? Et qu'est-ce qu'elle implique réellement, cette troisième transformation? Mais je pense que nous y serons parce qu'elle implique quoi? L'engagement de tous les acteurs, aussi bien les décideurs au niveau administratif que les investisseurs qui arrivent, que nous devons accompagner par toutes les mesures d'incitation fiscale. Je pense, à mon avis, que nous y serons en 2025. Alors, il faut, votre département va organiser d'ici quelques temps, parce qu'on sait que sous votre prédécesseur, notamment le ministre Moubele, il y a eu la première édition du Gabon Wood Show. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire d'ici, parce que c'est prévu pour la fin de ce mois, est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui qu'il y a de l'intéressement pour ce grand événement? Oui, je voulais rectifier. L'événement a été annoncé sous le ministre Mbele, mais l'événement, c'est la première fois en Afrique noire, hein, je pense, en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, qu'il y aura ce rassemblement, le Gabon Wood Show, auquel vous faites allusion, et qui va voir la participation de tous les acteurs du bois.
les investisseurs, les détenteurs d'usines, et les fournisseurs du matériel qui, d'ailleurs, dans l'optique de la transformation, c'est une symbiose qui va nous orienter progressivement vers une mobilisation pour que ce secteur dans notre pays, et je pense que ce n'est pas seulement notre pays, parce qu'il s'agit du Gabon Wood Show pour aussi bien l'Afrique centrale que l'Afrique de l'Ouest, pour montrer la valeur du bois dans notre région. La question qui se pose souvent au secteur du bois, c'est aussi celle de l'emploi et l'employabilité, la formation. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que votre ministère prend en compte le besoin qu'il y a aujourd'hui pour les entreprises qui s'installent dans les différents chantiers qui sont aussi bien à l'estuaire que dans l'arrière-pays? Est-ce que votre ministère prend en compte le fait qu'on a un grand nombre de jeunes qui sont au chômage, mais lorsqu'on va souvent dans les chantiers forestiers, on se rend bien compte qu'il y a beaucoup plus d'expatriés? Mais là, vous posez la problématique de l'adéquation formation-emploi. Et vous avez raison de le rappeler. La forêt a été longtemps le plus gros employeur après l'État. Et il se trouve qu'avec la vision du chef de l'État, au-delà de ce qui existe, il faut que la dimension humaine soit valorisée. Et vous avez raison d'évoquer qu'il y a des chômeurs. Et je pense que dans diverses opérations par rapport à l'emploi, il a aujourd'hui signé des conventions avec des entreprises pour déceler quels sont véritablement leurs besoins et que nos compatriotes soient de plus en plus présents. Vous savez, ce dont vous parlez, c'est vrai, il y a des emplois hautement qualifiés où on trouve des étrangers. Mais je pense que l'intérêt pour le pays, et singulièrement pour le ministère, c'est d'encourager la formation de beaucoup plus de nationaux, d'où d'ailleurs la réforme des curricula de l'école des eaux forêts, l'école nationale des eaux forêts. Nous y arriverons, je pense que c'est un processus. Alors, ensuite, il y a le fait qu'aujourd'hui, quand on voit un tout petit peu le Gabon essayer d'aménager un certain nombre de structures pour faire en sorte que le secteur bois soit viable. Et récemment, du moins, un de vos prédécesseurs, notamment Estelle Ondo, avait inauguré le lancement de ce qu'on appelle la True Layer, une usine de production de bois qui faisait référence au fait qu'on pouvait utiliser 3 essences pour les combiner en une et faire en sorte que on ne puisse pas avoir beaucoup de déchets de bois. Est-ce qu'aujourd'hui, notamment en Bomayo, dans le département de la Lopé, est-ce qu'aujourd'hui on peut savoir si cette structure est toujours en activité? Mais toutes les structures fonctionnent et ce que vous posez comme question, c'est normal. Le constat est fait que nous transformons aujourd'hui le bois, mais il y a également beaucoup de déchets. Or, c'est une grande richesse qu'il faut récupérer. Et en cela, je pense qu'il y a une perception de ce que dans ce domaine, il y ait de plus en plus de partenariats publics-privés pour valoriser les déchets de bois. Et je pense qu'il y a des projets palpables comme le charbon de bois dans la région de la Souville, dont Comilog serait un principal client, parce que je vous donne l'information, Comilog importe du charbon. Oui, importe du charbon pour son usine voilà, le C2M. Et il faut que nous nous inscrivions dans l'optique que nous pouvons capter ce marché. Et j'ai reçu, pendant que j'étais encore gouverneur, une mission du ministère qui a fait le tour de la région pour envisager que, vu que la Souville est un grand pôle, il serait, et c'est envisagé, d'y installer une unité industrielle pour faire du charbon de bois. Donc on récupère, donc on ne perd rien. Et ce à quoi vous faisiez allusion par rapport à l'inauguration d'une structure à Boué, tout ça procède de la même ambition d'exploiter le bois, de le transformer et d'en réduire les déchets. Monsieur le ministre, quel est aujourd'hui le poids du bois, du moins sinon du secteur forestier, de l'exploitation forestière dans l'économie nationale? Le bois aujourd'hui représente environ 4 à 5% du PIB. Et l'objectif du gouvernement, c'est ça l'orientation fondamentale, c'est de pouvoir le porter entre 10 et 14%. Très bien. Alors moi je voulais laisser le bois, monsieur le ministre, et venir mais avant de laisser le bois, moi je voulais quand même demander à monsieur le ministre, est-ce que vous comptez continuer cette lutte contre les récidivistes en ce qui concerne l'exploitation des grues illégales?
Parce que ça a quand même fait notamment du Kevazingo. Ça a quand même fait un gros tapage. Et je sais qu'en tant que ça a ébranlé gouverneur... beaucoup d'agents, de hauts cadres de votre ministère. Bon, mais écoutez, vous savez, c'est pas le genre de choses pour lesquelles on a toujours une réponse. J'ai reçu la plupart des syndicats de forestiers, auprès desquels j'ai insisté, de toute nationalité, auprès desquels j'ai insisté sur la nécessité d'exercer régulièrement leur activité. Et de réduire, il faut en convenir, la part de l'informel. Parce que ça existe. Et c'est constaté lorsque des opérations sont menées. Parce que lorsqu'on on donne une concession forestière, il y a un cahier des charges, notamment des plans d'aménagement. Et il ne faut pas perdre ça de vue parce que notre pays est un bon élève dans le cadre de l'aménagement des forêts. Donc il faut continuer, il faut amplifier cela. Et ça suppose que nous ayons de la sincérité les uns vis-à-vis des autres. Et vous évoquiez le comportement de certains fonctionnaires. Bon, vous savez, c'est la nature humaine. Il y en a qui ont des faiblesses, mais je crois que l'intérêt, c'est de réduire la dimension de ces faiblesses pour que le bois soit véritablement un secteur moteur de la croissance nationale. Monsieur le ministre, la dernière fois que je suis allé à Lambaréné, il y a, comme je suis quand même un homme des médias, il y a des gens qui se sont rapprochés de moi et ils m'ont dit que pourquoi on a arrêté les coupes familiales alors que ça permettait à certaines familles de vivre. Est-ce que vous vous êtes pensé sur la question? Mais écoutez, je viens d'arriver, ce sont des... Mais c'est une province que vous avez gérée. C'est une situation que j'ai trouvée et je pense que nous sommes en train d'analyser cette situation pour voir comment en sortir. Et je suis d'accord avec vous, ça constituait une source de revenus pour pas mal de familles, à l'échelle du pays d'ailleurs. Parce que il s'agit de forêts communautaires. Oui, c'est le dernier terme. C'est suspendu pour l'instant, mais nous allons analyser parce qu'il y a un besoin pour les populations. Mais nous le ferons en toute régularité. Alors, en respect des engagements des uns et des autres. Il se trouve également qu'aujourd'hui, quand on lit un tout petit peu l'environnement forestier, on se rend compte que les sociétés forestières ne mettent pas beaucoup l'accent sur le besoin d'impacter la société, notamment en ce qui concerne leur responsabilité sociale. On l'a vu quand même avec un certain nombre qui ont essayé de travailler à l'époque pour la construction par exemple des Dock City. Est-ce qu'aujourd'hui ce type de modèle d'implication des entreprises forestières peut être impacté à travers tout le pays? Mais bien sûr, tout le pays, vous savez, la responsabilité sociale des entreprises, elle s'exprime pour l'instant dans les zones où il y a l'exploitation du bois. Je suis bien placé pour en parler. Parce qu'en tant que gouverneur, j'ai assisté à des réunions où on signait par rapport à des projets sociaux, des engagements des entreprises avec les populations. Ça se fait. Ça se fait. Et c'est une disposition qui existe et c'est encadré par l'arrêté 105 qui détermine que les retombées de l'exploitation forestière dans les zones en question doivent se manifester par la construction d'équipements sociaux. Ça peut être des dispensaires, des écoles, de l'hydraulique villageoise et autres projets, mais d'intérêt social. Parce que, vous savez, la plainte manifestée par les populations aussi, c'est qu'ils ont eu l'habitude de toucher l'argent. Or, l'État estime qu'on ne peut pas continuer comme ça, il faut asseoir. C'est tout ça le développement durable. Les communautés sont associées, mais on leur offre un confort, une amélioration de leur qualité de vie. Et l'un dans l'autre, la plainte, c'est plutôt que bon, le numéraire n'est plus là. Mais vous savez, parfois ils n'en font rien. C'est mieux d'envisager des équipements d'intérêt collectif pour améliorer leur quotidien. Vous avez souligné tout à l'heure l'intérêt du chef de l'État par rapport à l'environnement. Et nous, on sait que le Gabon est un pays majeur en ce qui concerne cette question, mais également fortement marqué de sa présence au niveau de la COP 21 et la COP 22. Mais sur le plan local, on a l'impression qu'il n'y a pas une réelle politique climatique du climat. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut penser que le ministère de l'Environnement, chargé de l'environnement, pourra au moins proposer aux populations, sinon à l'ensemble de la nation, une politique climatique claire qui permettra à ce qu'on puisse peut-être avoir des retombées liées à cette protection pour la préservation de l'environnement? Bon, vous savez,
la problématique du climat, c'est transversal. C'est transversal et ce sont des concepts et des problématiques nouvelles que nous appréhendons. Et nous nous insérons dans une dynamique internationale pour que notre contribution soit réelle. Parce que le climat, il y en a au Gabon, toute la sous-région. L'intérêt, c'est quand même, ou pas quand même, l'intérêt, c'est que le président est en avant-garde de ces problématiques. Et aujourd'hui, nous avons un conseil climat, nous avons une loi d'orientation sur le développement durable, l'un dans l'autre, en considération des aspects climatiques et des choix de développement qui préservent notre environnement. Nous y allons sûrement et lentement. Les effets palpables ne sont pas toujours immédiats. Peut-être que vous évoquez là le problème de changement climatique avec les gaz à effet de serre. Mais tout ça, comme je le dis, c'est un élan collectif et c'est des problématiques d'ailleurs qui associent aussi bien l'Occident que nos pays. Donc il y a une lisibilité de ces choix que nous nous efforcerons de traduire sur le terrain et que les populations s'en rendront bien compte. Monsieur le ministre, pour rester sur l'environnement à proprement parler, dans quelques jours seulement, le Gabon, et comme plein de pays dans le monde, va célébrer la Journée mondiale de l'environnement. Et quand on sait que pour le cas de notre pays, la problématique de l'environnement n'est pas véritablement une préoccupation pour les populations. Alors si on reste juste dans ce que nous consommons tous les jours, nous avons fait plein de rubriques ici sur par exemple les différents agriculteurs présents dans Libreville qui utilisent énormément d'engrais qui peuvent présenter des dangers, voilà, des pesticides qui peuvent présenter des dangers pour les populations, ou alors la multiplication de garages à ciel ouvert qui se trouvent dans Libreville et qui déversent ensuite leurs huiles dans les voies d'évacuation d'eau de la capitale. Donc, est-ce que vous avez déjà pris en compte cette problématique, et comme on en discutait la dernière fois, vous devez certainement travailler avec plein d'autres ministères, et quelle est la stratégie que vous allez mettre en place pour essayer de nettoyer un petit peu, de clarifier la situation concernant cette question? Avez-vous d'une stratégie dans ce sens? Mais simplement vous rappeler qu'en 2014, il a été promulgué la loi 007 portant Code de l'environnement, et qui décline toute la politique du gouvernement en matière d'environnement. Et c'est 2014, donc des outils sont en train d'être mis en place pour considérer tous les aspects que vous évoquez, à savoir que les pollueurs doivent être sanctionnés et arrêter de polluer. Que ce soit les garages ou les pesticides, il faut aller dans le sens où ça doit être réduit. Parce que, monsieur le ministre, on a souvent l'impression qu'au niveau du gouvernement, on est toujours dans on va, on doit, on devrait, ça va se faire. Mais à quel moment on va réellement ressentir qu'il y a un changement dans cette question? Est-ce qu'avec vous qui êtes un homme proche des populations, les actions vont être avérées? Vous savez, moi je suis convaincu que les mentalités changent parce qu'il faut les éduquer. De un. Et on les a suffisamment éduquées, elles n'obéissent pas, on passe à la coercition. Comme je disais, c'est des concepts nouveaux. Et nous avons besoin dans ces domaines-là, la politique est tracée, d'un agencement aussi bien institutionnel que humain. Et nous nous y attelons, il ne faut pas dire le gouvernement dit on va faire. Et je vous dis, il y a l'impression qui se dégage. Il y a une volonté ferme. Il y a une volonté ferme, et je suis d'avis que le chef de l'État qui prend des engagements internationaux, on doit pouvoir à l'échelon local montrer notre volonté. Monsieur le ministre, demain c'est le 2 juin. C'est la célébration de la journée citoyenne, comme tous les premiers samedis du mois depuis quelque temps déjà. Le thème de la journée mondiale de l'environnement cette année, c'est le plastique. Le plastique au Gabon, il y en a partout. Et on a des sacs plastiques, on a des contenants plastiques, on en a partout. Les bouteilles. Il y a, voilà, des bouteilles plastiques. On a des entreprises qui participent qui utilisent le plastique en fait pour vendre leurs produits. Est-ce qu'aujourd'hui il existe vraiment une législation qui oblige, je mets ce verbe en griffe, le verbe obligé, qui oblige ces entreprises à contribuer ou à soutenir les associations qui travaillent dans le cadre de la protection de l'environnement?
Est-ce que le ministère de l'Environnement a pensé à cette politique ou ça existe déjà et comment est-ce que ça se matérialise? Parce qu'on a l'impression que leur responsabilité s'arrête dès le moment où le consommateur achète par exemple leurs produits. Ça peut être un sac plastique aussi. Votre question trouve la réponse dans ce que j'ai évoqué, le code de l'environnement. À savoir qu'il existe un code, mais il faut le mettre en pratique. Il faut que nous passions à son exécution. Tous ceux qui participent à la pollution doivent participer à la dépollution. Et le thème de la journée cette année, c'est « Combattons la pollution plastique ». Et nous avons, en 2010, envisagé l'interdiction de l'importation des sachets plastiques non biodégradables. Bon, je pense que les mécanismes n'ont pas suivi, il faut le reconnaître. Et l'absence véritablement d'une réglementation en la matière a fait traîner les choses. Aujourd'hui, elle existe à travers des articles et des dispositions du Code de l'environnement. Il faut maintenant le mettre en pratique. Et la journée du 5 qui a ce thème contre le plastique. Vous savez, le plastique, il est général. Beaucoup de pays, c'est généralisé le plastique. Beaucoup de pays commencent, et le nôtre va s'inscrire dans cette dynamique, à interdire. Et vous savez, l'interdiction du sachet plastique dans un premier doit être accompagnée de mesures alternatives. Et nous sommes en réflexion pour montrer que dans notre pays, on peut récupérer beaucoup de choses pour faire des sachets. Ce qui me fait penser à la question de la diversification de l'économie, parce qu'en ce moment, le Gabon est en train de rechercher, on pense à la dernière activité que la GEOS a organisée, le Act in Space, où ils ont fait appel à des jeunes entrepreneurs qui avaient des idées, où ils pouvaient mêler observation spatiale et entrepreneuriat pour proposer des solutions aux problèmes que les Gabonais vivent tous les jours. Est-ce qu'on peut espérer que le ministère de l'Environnement développera peut-être un programme pour inviter les jeunes entrepreneurs ou inventeurs à penser à une solution, par exemple développer des sacs en papier avec des résidus de bois qui se trouvent à la zone économique spéciale de Nkok. Ou le recyclage. Voilà, ou ce type de programme par exemple. Mais vous avez répondu à la question que vous posez. Ce sont des alternatives. C'est ça la dimension qu'il faut appréhender. Il faut que nous allions vers la valorisation de ces déchets pour arriver à produire des sachets utilisés, mais qui sont faits avec des produits naturels, donc biodégradables. Et c'est un gisement d'emploi. Vous savez, la problématique des déchets, c'est un gisement d'emploi. Entre la collecte, le transport, et aujourd'hui nous appellerions plus on dit des ordures. Oui, des dépôts d'ordures. Ça serait des centres de tri et de transformation. Ah, d'accord. Monsieur le ministre, est-ce que vous avez déjà pensé qu'il faut avoir un zoo à Libreville pour que les Gabonais puissent voir les animaux pour ceux qui n'ont pas l'argent pour aller dans les parcs nationaux, par exemple? Non, écoutez, ça c'est... C'est vrai que c'est une question qui sort de nulle part. Mais... C'est un investissement... Gina n'a jamais vu les éléphants. Non, dans le contexte actuel, c'est peut-être faire que tout le monde puisse accéder à un parc et faire de l'observation animale en direct. Le zoo, vous savez, la discussion, tout le débat, toute la polémique autour des zoos, parce que ce sont des animaux enfermés. Or, les défenseurs des animaux exigent que les animaux soient dans leur milieu naturel. Mais, monsieur le ministre, aujourd'hui... La dernière question. Oui. Non, je voulais quand même demander, Mosley, pardon, parce que je finis avec ma structure sur l'environnement. Monsieur le ministre, quelles sont les activités prévues pour la journée mondiale de l'environnement du côté du ministère de l'Environnement? Mais un programme a été conçu, vous avez raison, et vous allez... Aujourd'hui, on l'a finalisé. La journée, c'est le 5, mais il y a un certain nombre d'actions qui vont de l'intervention dans les quartiers pour inciter les gens au ramassage des déchets, des sachets plastiques, avec les ONG, des élèves, notre administration. Donc, il y a une série de manifestations qui commencent en principe aujourd'hui. Demain, par une grande, parce que ça coïncide aussi avec la journée citoyenne. Voilà, et donc, véritablement... Demain, nous commencerons des activités sectorielles dans les quartiers. Le 5, on fera, comme je dis, il faut toujours éduquer les gens, une marche contre les déchets plastiques pour symboliser cette journée. Et elle prendra fin en fin de semaine
en fin de semaine, avec toutes ces activités qui associent les acteurs auxquels j'ai fait allusion. Il y a un grand problème qui se pose souvent aux populations, notamment dans l'arrière-pays, quand on voit par exemple le Goué-Vindo, le conflit homme-faune. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir une lecture qui nous permettrait de peut-être apporter des réponses à ces populations-là qui chaque jour sont menacées soit par les éléphants ou d'autres animaux qui dévorent leur production? Quelle est la stratégie qui est mise en place pour faire en sorte que cette situation soit des plus avantageuses pour les uns, aussi bien pour les autres, étant donné que la priorité est la préservation de l'environnement? Bon, écoutez, vous savez, le conflit homme-faune, c'est lorsque les intérêts des deux sont menacés, aussi bien pour l'homme que pour les animaux. Et c'est une problématique qui est prise en compte, et jusqu'à présent, la réaction du gouvernement a été l'indemnisation. Mais il faut aller vers des solutions durables. C'est-à-dire, monsieur le ministre? La préservation, la protection de la faune, mais aussi la préservation de l'espace vital pour les populations qui puissent cultiver. C'est une problématique que je connais en tant que gouverneur. Et on l'a gérée régulièrement. Aujourd'hui, des solutions sont envisagées et il faut copier ce qui est bien. Je crois que le Kenya a de l'avance là-dessus. Aujourd'hui, il est expérimenté dans la réserve de la Lopé le phénomène de clôture, de clôture pour que les éléphants ne franchissent pas un certain niveau. Et ça porte des fruits. Maintenant, il faut en évaluer le coût et déterminer des zones véritablement problématiques pour généraliser cela. Mais ça donne des fruits et je puis vous assurer que nous pourrions à terme résoudre ce problème. Peut-être pas à 100%, mais vous savez, le milieu naturel étant affecté à la fois par l'exploitation forestière et l'exploitation des hommes, les animaux ont tendance à migrer énormément. De la région d'où je viens, de la province d'où je viens, nous avons dans la zone de Boumango, frontalière du Congo, beaucoup d'éléphants. Mais c'est dû au fait que les problèmes de sécurité qui ont prévalu dans le pays voisin font que les éléphants émigrent vers la zone de Boumango, dans le trajet qui va jusque d'ailleurs dans la zone de Mikébé. D'accord. Merci, monsieur le ministre. On a fait le tour de notre temps. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous avez quelque chose à dire pour terminer notre entretien de ce matin? Mais écoutez, je vous remercie de m'avoir donné cette tribune pour parler des problématiques de plus en plus actuelles qui tiennent compte de l'exploitation de la forêt, de la préservation de l'environnement et du développement durable. J'espère avoir répondu avec objectivité aux préoccupations qui ne sont pas forcément les vôtres, mais celles de tout le monde. Et j'espère simplement que collectivement au sein du ministère et de façon transversale avec les autres administrations, nous allons faire avancer la volonté du chef de l'État de pouvoir faire du Gabon un pays pionnier dans non seulement l'exploitation rationnelle de nos ressources, de la protection de l'environnement, mais de sa préservation à tous les niveaux. Merci, c'était le ministre Jacques-Denis Tsanga qui est ministre des Eaux et Forêts en charge de l'environnement et du développement durable. On rappelle à tous les auditeurs que vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On se retrouve dans quelques minutes juste derrière. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur leur radio. La plus haute de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h, reçoit 104.5 tonnes de musique dans le Da Fresh Morning. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Da Fresh Morning. UrbanFM.fm